Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Flash spécial d'information, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une et une seule découverte, celle de ce petit dinosaure qui a été découvert en Provence et dont vous pouvez voir le squelette ici, la colonne vertébrale est là, les pattes sont ici, enfin les pattes arrière sont ici, les pattes avant sont là, le crâne devrait être ici, comme c'est marqué ici, l'emplacement de la mandibule, je vous montre le crâne tout de suite. Le voici, le crâne de ce petit dinosaure. Vous voyez que c'est un très joli crâne, mais on aura l'occasion de reparler de sa qualité de préservation. Donc c'est un dinosaure qui a été découvert en Haute-Provence par un paléontologue amateur du nom de Luc Hébault, et vous avez pu en entendre parler à travers notamment Le Figaro, qui a consacré un article que je vous montre à l'écran en ce moment, mais aussi à travers la vidéo du Grand JD, la vidéo du youtubeur Grand JD qui s'appelle « Un dinosaure inconnu trouvé en France ». Et évidemment, je vous mettrai les liens dans la description pour aller consulter aussi bien cet article que cette vidéo. Alors pourquoi consacrer une vidéo entière juste à ce spécimen? Bah c'est pas parce que c'est forcément exceptionnel de trouver des dinosaures en France, hein, vous savez qu'on en trouve plein des dinosaures en France, ça c'est pas le problème, mais c'est surtout que ce spécimen, il y a la science et il y a la controverse. Et oui, il y a une controverse, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous n'ont pas manqué de m'envoyer justement ces articles et ces vidéos en me demandant ce que j'en pensais, en sachant très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. Donc oui, il y a une controverse qui entoure ce spécimen, et je n'ai pas envie que cette controverse prenne le pas sur toutes les autres Paléo News de l'été. Donc on refera une autre vidéo pour parler des autres Paléo News de l'été. Je n'ai pas envie que celle-ci, la controverse autour de ce spécimen, occulte tout le reste des bonnes nouvelles qui sont sorties dans l'été, dans le courant de l'été, en termes de paléontologie. Vous verrez dans le prochain Paléo News que il y a vraiment des découvertes exceptionnelles qui ont été faites. Donc voilà. Mais je voulais juste prendre le temps d'une vidéo pour parler de ce spécimen. Une vidéo qui sera donc en deux parties, à savoir, d'une part, la science, mais aussi, d'autre part, la controverse. Alors commençons déjà par la première partie, la science. Que sait-on de ce dinosaure? Bon, j'aime beaucoup déjà, on va commencer aussi par le positif, c'est-à-dire j'aime beaucoup qu'on mette en avant le registre fossile français, et notamment le registre des dinosaures, puisque on oublie trop souvent qu'on a des dinosaures en France, donc c'est bien de montrer, de faire des publications comme ça, de la part de grands médias comme Le Figaro. Je trouve ça très bien que Le Figaro parle des dinosaures français et des dinosaures qu'on trouve en France. Et donc ce dinosaure en particulier, il a, ce qu'on en sait, c'est qu'il a un âge de 120-130 millions d'années, donc il est d'âge valanginien, début du Crétacé, et on sait que c'est un petit dinosaure théropode, hein. Vous avez vu le crâne, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un carnivore, et vous voyez le squelette, c'est un petit dinosaure tout à fait bipède. Donc ça montre que c'est un théropode. Le problème, c'est qu'on n'en saura pas plus. Vous n'en saurez pas plus. D'ailleurs c'est un théropode, juste pour que vous ayez une échelle, vous voyez, c'est pas un gros machin, hein. Vous le voyez ici à côté de son découvreur, le squelette entier à côté de son découvreur, c'est pas un gros machin. Le Grand JD appelle ça un bébé dinosaure. Ça peut être un petit dinosaure aussi, ça existe, hein, les Compsognathus, ça existe les petits dinosaures, donc ça peut être aussi un adulte de petite taille. Bon, juste parce qu'il est petit, ça veut pas dire que c'est un bébé. Dans l'identification de ce dinosaure, s'agit-il d'une nouvelle espèce? On ne sait pas, mais vu qu'on connaît pas beaucoup les dinosaures du Valanginien en France, il y a d'autres dinosaures du début du Crétacé en France, notamment en Charente, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas le même endroit, c'est pas exactement le même âge, donc il y a peu de chances que ce dinosaure appartienne exactement aux mêmes espèces que celles qu'on trouve en Charente. Il y a une chance quand même, hein, je veux dire, ça reste géographiquement suffisamment proche, mais il y a de fortes chances quand même pour que ce soit une nouvelle espèce. Et alors une nouvelle espèce qui appartiendrait à quelle famille, par contre, là, les spéculations vont bon train. Le Grand JD nous dit un tyrannosaure, non, c'est certainement pas un tyrannosaure parce qu'il lui manque la crête sur le nez. Et puis le Figaro nous dit un allosauroïde, ce qui est aussi vague que ça puisse l'être. Soyons tout à fait honnêtes, c'est aussi vague que ça puisse l'être. Et puis il y a les rumeurs, mais je ne m'attarderai pas sur les rumeurs. Mais il se pourrait que certaines des rumeurs soient vraies. Donc, et c'est tout ce qu'on sait, rideau générique sur ce qu'on sait de ce petit dinosaure, parce que tout ce qu'on sait de ce petit dinosaure, c'est ce que le Figaro et le Grand JD ont bien voulu nous en dire.
Parce que il n'y a pas eu de publication scientifique. Et c'est là justement une grande partie de la controverse qui va entourer ce spécimen. Il n'y a pas eu de publication scientifique. En fait, les gens qui travaillent sur ce spécimen et le découvreur de ce spécimen ont immédiatement skippé la case études scientifiques pour aller à la case communication. Normalement, on fait d'abord une publication scientifique, puis une communication de presse. Là, ils ont sauté la case science pour aller directement à la case presse. Donc ça fait partie effectivement de la controverse qu'il y a, c'est que du coup, on publie un spécimen juste parce qu'il est beau, sans trop vraiment se soucier de ce qu'il représente réellement et de sa réelle importance scientifique. Donc ça, c'est déjà un problème en soi. D'ailleurs, on pourrait questionner l'importance scientifique du spécimen, puisque, en soi, même s'il s'agissait d'un tyrannosauroïde, comme le dit le grand JD, on a déjà trouvé des tyrannosauroïdes en France. Il y a Proceratosaurus, par exemple. C'est un tyrannosauroïde qui a été découvert en France. Les théropodes, en France, de manière générale, ne sont pas rares. On a découvert des abélisauridés, comme Archovenator. On a découvert des ornithomimosaures, les fameux ornithomimosaures d'Anjac. On a découvert des trucs qui s'appellent des Saint-Raptoridés, comme Poekilopleuron, qui a été découvert en Normandie. On a découvert des allosauroïdes, justement. Il y en a d'autres allosauroïdes qui ont été découverts en France, notamment Allosaurus lui-même, qui a été découvert à Montmirail, dans le Gard. Est-ce que c'est si exceptionnel que ça de découvrir un dinosaure théropode en France? Non, pas tellement. Là où les médias, Le Figaro et Grand JD insistent, c'est que il est super bien préservé. Mais, en réalité, la vidéo du Grand JD nous en apprend beaucoup sur la préservation de ce spécimen, puisque si on regarde sa vidéo, voici à quoi le spécimen ressemble aujourd'hui. Ça, c'est effectivement le spécimen aujourd'hui. Vous voyez un très beau petit squelette bien enroulé, bien préservé, le crâne en 3 dimensions, regardez comme il est complet, regardez ses petites jambes. Sauf que la vidéo, elle nous présente aussi le making-of de cette préservation, et notamment la partie où il reconstitue les morceaux. Et notamment les jambes. Les jambes ne sont pas originales, il y a une bonne partie de la queue qui n'est pas originale non plus, et le crâne non plus n'est pas original. Le crâne, à la base, ils l'ont retrouvé, mais c'est ce qu'on appellerait, en termes techniques, un roadkill, c'est-à-dire la rubrique des chiens écrasés. Donc voici la photo du spécimen tel qu'il était quand il a été découvert, et tel que présenté par le Grand JD. Donc la colonne vertébrale est ici, vous voyez qu'elle est beaucoup moins joliment enroulée que ce que nous présente le fossile final là. Comme ça c'est bien, je vous mets l'avant et l'après. Comme ça vous voyez immédiatement, l'après c'est le petit encart à droite, et l'avant c'est le plein écran. Donc avant-après, vous voyez que quand même la différence est assez flagrante, c'est pas la même bestiole, quasiment. Les morceaux du crâne sont ici, en bouillie totale, d'où l'expression c'est un roadkill, c'est un chien écrasé, c'est un truc qui s'est fait rouler dessus par un smirmorque. Bon, en l'occurrence un smirmorque de plusieurs millions de tonnes et de 120 millions d'années. Enfin 120 millions d'années de sédimentation déposée sur ta tronche, ça laisse des traces, ça donne ça. Donc il y a un gros travail de reconstruction qui a été fait sur ce fossile. Est-ce que ce que vous voyez à l'écran maintenant et ce que je vous montre désormais là, est-ce qu'on peut raisonnablement dire que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même spécimen du coup, parce qu'il y a quand même eu pas mal de reconstitutions. Donc la conservation exceptionnelle du spécimen telle qu'elle a été vendue dans les médias, elle est surtout due à l'effort de reconstitution. Elle est surtout due à l'effort de recollage de morceaux et d'imagination, en l'occurrence quand il s'agit des pattes et de la queue, et du réassemblage du crâne. Parce que je rappelle, les pattes et la queue ne sont pas originaux, ça vous est très bien montré là, regardez la façon dont il a été reconstitué. Ça vous fait croire effectivement qu'il est dans son état originel, le fait qu'il soit dans cette gangue rocheuse, mais faut pas se laisser avoir, ça a été repositionné. Et évidemment, histoire de bien conserver les pieds sur terre concernant cette découverte, je rappelle que dans le sud de la France, en Provence, on avait déjà découvert un squelette de petit théropode absolument complet, le Compsognathus de Canjuers. Le Compsognathus de Canjuers, qui, contrairement à cette nouvelle découverte, n'a pas besoin d'être traficoté pour être complet. On l'a du bout de la tête au bout de la queue en passant par le bout des pieds. Il n'y a pas besoin de faire de rajout ou de recoller quelconque morceau.
La découverte de ce dinosaure est-elle foncièrement exceptionnelle? La réponse est ouais, bon, bof. On a déjà découvert des dinosaures théropodes de plusieurs familles différentes en France. Et la préservation du fossile en elle-même est-elle exceptionnelle? Elle a l'air exceptionnelle quand on regarde le produit final. Par contre, quand on regarde le produit original, elle l'est beaucoup moins. Alors bon, modérons quand même notre enthousiasme. C'est une belle découverte, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et justement, on en arrive à la controverse. La controverse, ça va être, d'une part, oui, quid de l'authenticité de ce fossile, parce que ça, c'est le fossile tel qu'il a été découvert, mais alors maintenant, voici le fossile tel qu'il est accessible pour les scientifiques qui voudraient l'étudier. À savoir que les scientifiques qui veulent l'étudier, maintenant, ils ont que ça à se mettre sous la dent, à savoir un crâne qui est largement resculpté, qui n'était pas en 3 dimensions quand il a été trouvé, qui était complètement désarticulé quand il a été trouvé, et un squelette, pareil, qui était un peu plus désarticulé que ça. Et donc ça, c'est problématique d'un point de vue scientifique, parce que Luc Ebo, d'ailleurs, qui ne se cache pas du fait que c'est un artiste, lui-même se décrit dans la vidéo du Grand JD comme un artiste, a fait un travail artistique sur ce fossile, et ce travail artistique, on ne sait pas jusqu'à quel point la licence artistique a été grande. Enfin, on a une idée, du coup, grâce à la vidéo du Grand JD, du niveau de licence artistique qu'il s'est autorisé en reconstituant ce fossile, mais il y a quand même une licence artistique là-dedans. Et ça, d'un point de vue scientifique, c'est problématique, étant donné que l'étude du fossile n'est pas terminée. Comment faire une étude objective d'un matériau qui a déjà pris autant de subjectivité? Voilà. Il y a déjà énormément de subjectivité dans la reconstitution de ce crâne, donc comment faire une étude objective de ça? Ça, c'est un problème, et ça fait partie de la controverse. L'authenticité du spécimen est discutable, et évidemment je ne reviens pas sur la question des pattes et de la queue qui ont été totalement reconstituées. Deuxième gros problème, c'est le problème d'avoir une nouvelle espèce dans une collection privée. Normalement, quand on décrit une nouvelle espèce, ce qui est, comme je vous l'ai dit, probablement le cas pour ce petit dinosaure-là, quand on décrit une nouvelle espèce, on doit normalement déposer le spécimen holotype, c'est-à-dire le spécimen de référence pour l'espèce en question, donc là en l'occurrence ce sera ce spécimen-là, dans une institution publique, et ce afin de garantir plusieurs choses. Donc voilà les raisons pourquoi on doit déposer ces spécimens dans une institution publique. D'une part, pour garantir la pérennité de la collection, c'est-à-dire que certes les institutions publiques ne sont pas exemptes de défauts, mais elles ont au moins l'avantage d'être financées par des fonds publics, ce qui leur permet d'avoir une plus grande pérennité que les collections privées qui peuvent faire faillite, et le propriétaire du fossile peut avoir à revendre tout ce qu'il a à perte pour couvrir ses dettes. Donc ça veut dire perte de tous les fossiles qu'il a, de tous les fossiles qu'il doit revendre. C'est aussi important en cas de décès, par exemple, du collectionneur. Si le collectionneur a des fossiles importants dans sa collection, mais qu'il décède sans laisser de consignes claires à ses descendants sur ce qu'il veut faire de sa collection, généralement ce que les descendants y font, c'est à la brocante. Voilà. Enfin, au mieux à la brocante, au pire à la benne à ordures. Donc s'il laisse pas des consignes très précises à ses héritiers, on perd tous ces fossiles aussi. La science perd ses fossiles aussi. Où les fossiles peuvent être conservés, oui, mais les notes concernant la provenance des fossiles peuvent être perdues, ce qui fait perdre énormément de la valeur scientifique aux fossiles. Tout ça, la collection publique, normalement, doit pouvoir couvrir ce genre de problème. Comme je l'ai dit, elles ne sont pas parfaites, ces collections publiques, mais elles ont au moins cette mission, en fait, de pérennité des collections, donc ça fait partie de leurs prérogatives, et s'il y a des collections publiques qui ne sont pas capables d'accomplir ces tâches correctement, eh bien cette institution va avoir des comptes à rendre. Et c'est ça la grosse différence entre une collection privée et une collection publique, c'est que dans une collection publique, il y a de l'argent public, et l'argent public, ça donne une certaine forme de responsabilité vis-à-vis du travail accompli. Et il y a aussi un truc tout bête, c'est que quand vous êtes dans une collection publique, le spécimen est publié, donc il devient un holotype, il devient le spécimen de référence pour une nouvelle espèce. Ce spécimen, il est en sécurité dans une collection publique normalement.
Quand il est dans une collection privée, bah comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de compte à rendre, et donc le privé qui possède le fossile peut tout à fait décider que bah maintenant que c'est une nouvelle espèce confirmée, qu'il y a une publication plus ou moins prestigieuse attachée à ce fossile, eh ben le prix du fossile vient de tripler, et donc il peut le revendre sur eBay. Et ça le système de mise en collection publique n'existerait pas si ça n'était pas déjà arrivé avant. Donc ça protège, le système de mise en collection publique protège de ce genre de débordement. C'est l'un des gros problèmes avec ce spécimen, c'est pour l'instant il est en collection privée, et Luc Ebot s'est très fortement exprimé à l'encontre de l'idée de verser ce spécimen dans une collection publique. Mais les scientifiques peuvent venir l'étudier, mais ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent en termes de publication, parce que justement il y aura toujours ce problème qu'il n'est pas dans une collection publique. Donc ça ne passera pas au niveau des publications scientifiques. Et justement, il y a le problème de la publication scientifique. Il n'y a pas de publication scientifique pour ce spécimen-là. Donc la communication a été faite par Le Figaro et Grand JD, et uniquement par Le Figaro et Grand JD. Il n'y a pas eu de publication scientifique, et pourquoi c'est important les publications scientifiques dans des journaux à comité de lecture? Eh ben c'est parce que en fait les chercheurs ont un devoir de partage de la connaissance. C'est la différence entre un paléontologue scientifique, qui est un chercheur, qui a un devoir de partage des connaissances. Il doit rendre des comptes sur ses activités de partage des connaissances. En l'occurrence, il faut qu'il publie. C'est la fameuse obsession des scientifiques avec la publication. Il faut qu'ils publient, parce que la publication, ça rend publique l'information, c'est le partage des connaissances. Ça commence par la publication, et ensuite, quand vous avez suffisamment de publications pour créer un consensus, alors on communique au grand public. Donc on passe à un autre niveau de partage des connaissances. Par-delà la communauté scientifique, justement. Là, on va avoir les grands journaux et les youtubeurs qui devraient commencer à en parler. Bon là, le processus a complètement été skippé, et donc le système de partage des connaissances, qui doit d'abord passer par la communauté scientifique pour être validé avant d'être partagé au grand public, il n'a pas eu lieu. On est directement passé au grand public, et cette validation par la publication scientifique, elle est extrêmement importante, du fait que les scientifiques ont un devoir de partage. Ils doivent partager l'information, mais pas n'importe quelle information, une information qui est correcte et qui est vérifiable. La vérifiabilité de l'information, c'est ça qui est extrêmement important. Est-ce que l'information que je donne est fiable ou non? Il en va de la crédibilité du scientifique. Et la crédibilité du scientifique, c'est à peu près tout ce qu'il a, en fait, le scientifique. Le scientifique, c'est tout ce qu'il a, sa crédibilité. Si le chercheur est pris la main dans le sac en train de faire une fraude scientifique, il rend des comptes. Donc une fois de plus, c'est toujours un problème de avoir à qui rendre compte. Il a des comptes à rendre s'il commet une fraude scientifique. Et sa crédibilité va en pâtir, et de fait, son statut en tant que pourvoyeur de connaissances va en pâtir. Bref, un scientifique, il risque sa vie à chaque fois qu'il publie. Non, j'en rajoute. Mais j'exagère un petit peu, mais un scientifique, oui, il risque sa carrière à chaque fois qu'il publie, parce que s'il publie une fraude scientifique, accidentellement ou non, normalement, le scientifique, il doit prendre un retour de bâton. Alors que, Grand JD et Le Figaro, là, eux, il leur arrivera rien. Si demain on dit que ce fossile-là, non, en fait, c'était un... Je dis pas que c'est le cas, mais si demain on dit ce fossile, en fait, il vaut rien, Grand JD et Le Figaro, ils en ont rien à péter. Leur crédibilité, elle aura pas changé une seule seconde. Alors que si un scientifique publie ça dans Nature, et que d'un seul coup, le fossile s'avère être un faux, là, il va vraiment passer pour un con, le scientifique. Et pas qu'un peu. et c'est ça. Ces comptes à rendre en cas de fraude scientifique. L'amateur n'en a pas. Les journaux de grand public n'en ont pas. Le chercheur, lui, il en a. La revue scientifique à comité de lecture aussi. Parce que je rappelle, la publication dans une grande revue, pourquoi est-ce que c'est un certificat de qualité, entre guillemets, parce qu'il y a évidemment encore une fois plein d'exceptions, mais pourquoi est-ce que publier dans une grande revue comme Nature et Science, c'est un certificat de crédibilité, un certificat de qualité? C'est que pareil, ce sont des revues spécialisées.
Et ces revues spécialisées, si les spécialistes arrêtent de croire les conneries qu'elles disent, bah ces revues, elles perdent leur crédibilité, elles perdent leur lectorat, elles n'existent plus, si vous voulez. Donc c'est pareil, c'est des revues spécialisées, lues par des spécialistes, et si les spécialistes ne veulent plus lire ces revues, bah ces revues, elles n'existent plus, elles vont disparaître. Elles ont une réputation. Et c'est pour ça qu'on paye quand on doit publier. C'est pour ça que les revues scientifiques sont payantes, mais payantes par les gens qui publient dedans. C'est pour ça que les chercheurs ne sont pas payés quand ils publient, c'est eux qui payent la revue quand ils publient. En fait, ce qu'on paye, c'est la location de cette réputation. Et plus le journal a une grosse réputation, Nature et Science sont les journaux qui ont les plus grosses réputations, les meilleures réputations, eh bien plus on va vers un journal qui a une grosse réputation, et plus on paye cher la location de cette réputation. Et les journaux prennent un risque en faisant confiance aux scientifiques, et les scientifiques payent ce risque par la location de cette réputation. Et voilà pourquoi c'est important de publier avant de faire de la communication. C'est parce que, en fait, vous passez par tous ces niveaux de vérification, vous passez par tous ces niveaux de validation, tous ces niveaux de certificat de qualité avant de communiquer quelque chose au grand public. Et j'ai même pas encore parlé, évidemment, du peer reviewing, le peer reviewing étant la vérification par les pairs. Il y a quand même d'autres spécialistes qui sont censés vérifier les conneries que vous dites. Ce qui n'a pas eu lieu dans ce cas-là, dans le cas de Grand JD et de Figaro, il n'y a pas eu de peer reviewing, donc il n'y a pas eu de vérification par des pairs. Est-ce que ce fossile valait la peine qu'on en fasse tout ce tintouin ? Et comme je vous l'ai dit, il y a des bonnes raisons de modérer son enthousiasme. Donc vous voyez, cette modération de l'enthousiasme n'a absolument pas eu lieu dans le cas de ce spécimen. Le quatrième problème, la quatrième source de controverse concernant ce fossile, bah c'est le traitement médiatique sans nuance. Par exemple, bah le problème d'avoir une nouvelle espèce qui est dans une collection privée est à peine abordé dans la vidéo du Grand JD, et dans l'article du Figaro, je crois qu'il est même pas abordé du tout. Il n'aborde pas non plus le problème de l'absence de cadre juridique autour de la collection des fossiles en France. Le Figaro prend même le contre-pied de tout ça, c'est-à-dire que il a tout un paragraphe sur la France, paradis des paléontologues amateurs, où la question du cadre juridique est abordée, mais où on glorifie cette absence de cadre juridique. En disant, bah heureusement qu'il y a les paléontologues amateurs, parce que sinon on découvrirait rien. Bah oui, mais on se pose pas la question de fait de qu'est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'on a même juste laissé une chance aux paléontologues scientifiques de découvrir des choses? Parce que justement, quand ces paléontologues scientifiques se pointent dans un site et que tout a déjà été lessivé, nettoyé, il reste plus rien, bah est-ce qu'on a vraiment laissé une chance à la science d'avoir lieu, quoi? Est-ce qu'on a vraiment laissé une chance aux scientifiques d'accomplir quoi que ce soit? Bah je suis désolé, mais la question devrait être posée. Est-ce que c'est normal que des sites qui sont connus pour être très, très riches ne bénéficient pas de protection? Est-ce que c'est normal, ça? C'est toutes ces choses-là, ces questionnements-là qui manquent dans le traitement fait par le Figaro, mais aussi dans le traitement fait par le Grand JD. Le Grand JD aborde rapidement la question du cadre juridique, mais pareil, c'est une demi-seconde, quoi, c'est rien du tout. Et comme ni le Figaro ni le Grand JD abordent plus que ça la question du cadre juridique, bah la question du questionnement sur l'éthique de la paléontologie amateur, elle reste gentiment dans son coin et on n'y aborde pas. Surtout que, particulièrement dans la vidéo de Grand JD, c'est pas la meilleure paléontologie amateur qui est vendue, hein. Le Grand JD, il interviewe quand même Peter Larson, donc Peter Larson qui représente le Black Hills Institute. Alors le Black Hills Institute, si ça vous dit rien, en fait, bah vous avez juste à vous rappeler la dernière fois que vous avez vu une vente aux enchères de dinosaures où un squelette de dinosaure est parti à plusieurs millions de dollars et que ça vous a fait fulminer de rage parce que la science ça devrait pas servir à ça. Eh ben c'était eux. C'est le Black Hills Institute. Voilà. Et donc le Grand JD au KLM va chercher Peter Larson du Black Hills Institute pour lui demander son avis sur la découverte de Lucebo, et ça c'est une forme de glorification de ce qui n'est pas la plus belle forme de paléontologie amateur du monde. C'est même justement un peu tout ce qu'on essaye d'éviter en termes de paléontologie amateur, c'est de faire la pub de gens comme ça qui commercialisent des fossiles
incroyables, d'une grande importance scientifique parfois, et qui, en vendant ces fossiles plusieurs millions de dollars, rendent complètement inaccessibles ces fossiles à des musées communs. Ça rend complètement le marché du dinosaure fossile complètement inaccessible à la science. Il y avait d'autres experts en tyrannosaures, enfin en théropodes, à interviewer que Peter Larson. Bon alors, je me plains, mais comment faire pour corriger le tir ? Est-ce qu'on peut corriger le tir, et comment faire pour corriger le tir si c'est possible, si c'est encore possible à ce niveau-là ? Bon, le fossile, clairement, on n'arrivera pas à le redémonter pour en refaire quelque chose de correct. Mais ils nous disent quand même qu'ils ont fait un scan, au moins un scan médical, ce qui est pas extraordinaire non plus, mais il y a tout le passage où on nous montre que le fossile est passé dans un scanner médical. Donc il existe quand même un scan médical qui a été fait du fossile avant qu'il soit remonté. Donc ça déjà c'est pas mal, ça peut permettre d'arriver à faire des choses avec le matériel original avant qu'il ait été recollé et sculpté dans quelque chose de plus esthétique. Donc ça déjà c'est bien, il y a encore des choses qui peuvent être faites, même si la résolution d'un scanner médical c'est pas ouf, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, au niveau de l'institution, il y a toujours la possibilité, éventuellement, que le fossile reçoive un numéro de musée, donc il reçoit un vrai numéro de musée, qu'il soit catalogué dans un musée, tout en restant dans la collection de l'Ukebo. Ça c'est une possibilité qui existe. C'est quelque chose qui est fait très souvent. Le spécimen reste chez son découvreur. Du point de vue du collectionneur, ça change pas grand-chose. Et du point de vue du musée, ça veut dire, pour le musée, en gros, officiellement, le spécimen, enfin le fossile, est en prêt permanent. Il y a un cadre juridique qui est créé, dans le sens où, si jamais il arrive quelque chose au collectionneur, au propriétaire du fossile, eh bien, ce fossile sera immédiatement transféré au musée, parce que, sur le papier au moins, il appartient au musée. Et ça peut être un terrain d'entente, on va dire. Ça peut être un musée ou ça peut être aussi une université d'ailleurs, hein. Il peut rejoindre une université, et comme j'avais dit dans une précédente vidéo, ça peut même être une école primaire, une association. Et puis il va y avoir la question de la publication scientifique maintenant. Comment est-ce qu'on va réussir à publier ce spécimen-là ? Là, c'est le moment où je vous dis que personnellement, je ne crois pas trop qu'il y ait de solution à ce problème. Et maintenant que ça a été divulgaché dans la presse, je vois pas quel journal voudra publier quelque chose qui a déjà été divulgaché, hein. Ça reste des êtres humains, hein, les gens qui font des publications, enfin qui publient, les éditeurs, ça reste des êtres humains, et si ça a déjà été spoilé, si on vous a déjà spoilé la fin, quel est l'intérêt en fait? Et là, c'est un peu le problème, c'est que ça a déjà été spoilé, quoi, hein. Là, le problème de ce que viennent de faire le Grand JD et le Figaro, c'est que il suffit de faire des screenshots de ce que je vous montre là en ce moment à l'écran, et de soumettre un article dans une revue prédatrice pour absolument atomiser complètement tout espoir que ce truc soit publié un jour dans une véritable belle revue. Ils ont pris un énorme risque, le risque que la découverte soit complètement anéantie par quelques scientifiques sans scrupules qui se diraient tenez, moi je vais attacher mon nom à la gloire de ce fossile en n'ayant absolument jamais contribué une seule fois à son dégagement ou à sa description. Je vais juste publier des photos, une description sommaire, lui donner un nom, et pouf, ça fait des chocs à pic. Et ça existe aussi, ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre. C'est pour ça qu'il faut faire des choses dans l'ordre. Et là, le problème, c'est que comme ils ont pas fait les choses dans l'ordre, je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Là, je vous avoue que pour la publication, ça risque vraiment de poser problème. Donc dans l'état actuel des choses, j'ai du mal à voir comment ils publieront. S'ils y arrivent, tant mieux, hein. Honnêtement, moi je suis pas contre le fait que ce soit publié. S'ils y arrivent, tant mieux, et je serai le premier à couvrir l'info dans mes Paléo News. Va falloir qu'ils soient très très imaginatifs. Alors pour conclure, oui, on a un nouveau petit théropode de France. Non, c'est pas forcément extraordinaire, puisqu'on en avait déjà plein des théropodes en France, de plein de familles différentes. Est-ce que le fossile est aussi exceptionnellement préservé que les déclarations de presse veulent nous faire croire ? Non, c'est surtout le talent de l'Ukebo à recoller les morceaux ensemble qui a beaucoup joué sur on va dire la qualité esthétique du fossile, ce qui pose problème de fait pour l'authenticité scientifique de la chose, mais ça va être un autre débat qui aura lieu un peu plus tard.
Et est-ce qu'un jour on verra cette chose publiée dans une vraie revue scientifique? Est-ce qu'un jour le registre fossile français recevra la gloire qu'il mérite pour avoir préservé ce fossile-là? Bah on verra bien, je l'espère. Je l'espère de tout cœur, mais je suis perplexe. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.